Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un magistrat français, riche d'un parcours de plus de 30 ans dans la justice. Il a été entre autres juge d'instruction, magistrat de liaison en Espagne, procureur de la République. Devenu en septembre 2024 secrétaire d'État à la justice, directeur des services judiciaires de Monaco, il ouvre un nouveau chapitre de sa vie professionnelle en principauté. Bonjour Samuel Velta-Simon. Bonjour. Alors déjà, je pense que c'est un secret pour personne quand on entend votre prénom et votre patronyme. On imagine que vous avez des origines quelque part ibériques ou en tout cas dans une partie très sud-ouest de notre continent. Absolument. Je suis né en Espagne. Vous êtes né en Espagne. Voilà. Alors, dans quelle autonomie ? C'est pas une autonomie, mais c'est une région espagnole qui a certains droits. Ouais. Mais c'est pas vraiment une autonomie, c'est la Galice. Donc oui, le nord-ouest de l'Espagne. Nord-ouest, ouais. La Bretagne de l'Espagne. La Bretagne de l'Espagne, exactement. Une région montagneuse pleine de sorcières, de chauves-souris, d'ours, de loups, de mythes, de légendes. Hein. C'est une terre celte, donc qui a gardé les stigmates de tous les peuples celtes par le monde. Par exemple, l'un des instruments phares de la Galice, c'est la cornemuse. La cornemuse, oui. Comme en Bretagne, comme en Écosse. Et la couleur des clubs sportifs galéciens, souvent, c'est le vert. Absolument, absolument. Le vert est important puisque c'est le vert qui donne la vie. C'est la montagne, c'est la culture, c'est très, très agricole, mais de montagne. Donc c'est une terre rude où les gens sont plutôt fermés, discrets, taisants. Et puis après, lorsqu'on les connaît mieux, on finit par s'y habituer et les apprécier. Ils mettent du temps, mais ils donnent leur confiance. La confiance, c'est quelque chose d'essentiel. Oui. La confiance, c'est quelque chose d'essentiel. C'est aussi une terre, bon, les individualismes existent comme partout ailleurs, mais c'est une terre dans laquelle vous ne pouvez pas gagner seul, par exemple. La victoire. La victoire, elle est à plusieurs. Ne se construit toujours, pas, voilà. Toujours. Toujours à plusieurs. Vous ne pouvez pas gagner seul contre les éléments, contre la nature. Ouais. Les travaux des champs se font toujours, tous les ans, et je pense que ça continue, à plusieurs. Donc chaque ferme, chaque envoie 2 ou 3 de ses hommes ou de ses femmes pour contribuer aux gros travaux de la moisson, du battage, etc. Donc c'est la dureté du climat, la dureté de la terre, la difficulté à la travailler fait que les gens là-bas sont obligés d'être ensemble pour faire des choses importantes. Ah oui, ça nous ressemble quand même. Ça ressemble à Monaco, ça. Absolument. Ça ressemble à Monaco, ça ressemble aussi au Pays Basque, d'où je viens. Alors oui, parce que vous naissez, pardon, je vous interromps, vous naissez en Espagne. Vous êtes élevé en espagnol ou en français ? Je suis élevé en galicien. Ah oui, c'est encore autre chose. C'est une langue celte. Non, c'est une langue gaélique qui ressemble beaucoup au portugais. Au portugais, en fait. Sauf qu'il n'y a pas le chuintement, mais mes premiers mots ont été des mots de galicien, et puis un peu plus tard, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à parler espagnol. Espagnol, et ensuite français. Et ensuite français. Parce que donc vous traversez la frontière, ou votre famille traverse la frontière pour s'installer au Pays Basque ? Alors, ma famille monte beaucoup plus haut dans les Charentes. Ah oui, c'est beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Donc elle monte dans les Charentes à la faveur d'une immigration économique. Donc, ce ne sont pas des gens qui fuyaient la dictature, comme beaucoup d'Espagnols qui se trouvent en France, mais c'est les années 60, entre 64 et 68, donc une vague d'immigration économique où les gens venaient chercher meilleure fortune, une vie plus digne, à manger aussi, dans des pays avoisinants. Et la France était un lieu d'arrivée massif. Des Ça a été un pays d'accueil. Un pays d'accueil. Ça a été un pays d'accueil, un pays qui avait besoin de main-d'œuvre à un moment donné. Et ça a été un endroit où il faisait bon venir chercher du travail quand même. Absolument. Dans des conditions qui étaient difficiles à l'époque. Puisque
Mes parents sont arrivés, ne parlaient pas le français, pas plus que moi, quand je suis arrivé en France, quelques temps après. Mais c'est un pays qui a été accueillant, une république nourricière pour beaucoup. Dans ce pays, qui est le mien aujourd'hui, hein, on parle souvent de l'ascenseur social, mais bon, voilà, je crois que je suis un exemple de l'ascenseur social qui fonctionne, qui a fonctionné. Vous avez, c'est peut-être le hasard ou la coïncidence, mais vous avez aussi des références, hein, puisqu'il y a eu un Premier ministre de la France qui est espagnol. Absolument. Enfin, espagnol d'origine, puisque forcément maintenant il est français. Donc ça veut dire que c'est possible, ce passage d'une culture à l'autre, d'un drapeau à l'autre, c'est possible. C'est possible, c'est tout à fait... c'est même souhaitable des fois d'aller trouver une vie ou une expérience, aujourd'hui on dirait, en dehors de nos frontières. Ouais. Pour moi, ça a toujours été de l'enrichissement formidable. Oui, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, hein, je crois, j'ai lu quelque part, que vous avez dit, venir à Monaco pour moi, ça correspond à une grande curiosité intellectuelle en tant que juriste. La justice monégasque ne ressemble à aucune autre. Absolument. C'est ce qui m'a attiré, c'est cette démarche de découvrir d'autres horizons, d'autres personnes, d'autres manières de penser les choses et de faire les choses. Et puis, bien sûr, en termes pour un juriste, pouvoir aider, apporter une expérience de quelques années à un pays que je suis en train de découvrir depuis 3 mois. Quand vous êtes en France et est-ce que c'est votre premier poste à l'étranger ou pas? Alors non, mais c'est assez étrange, mais mon premier poste à l'étranger, ça a été en Espagne. C'est étonnant, ça. Ouais. Vous parlez toujours espagnol ou pas? Oui. Ah, ça a peut-être aidé. Ça a aidé. J'y suis allé 2 fois en Espagne. J'y suis allé après le bac en France, donc j'étais à l'époque encore espagnol de nationalité. Je suis retourné en Espagne pour entrer dans la police espagnole. Donc j'ai fait 2 ans et demi. Puis vous êtes dit, bon, la police, bon. Non, c'est pas ça. Non, c'est quelque chose voilà, à laquelle j'étais sensible. Enfin, le fait de servir mon pays à l'époque, servir l'État, servir le bien public, des choses. Déjà la chose publique. Voilà, un peu. Déjà la chose publique. Quand même. Mais des choses qu'à 20 ans, 22 ans, on veut faire plein de choses. On veut mettre fin aux souffrances des victimes, on veut restaurer la paix, on veut arrêter les coupables d'infractions, enfin des choses très basiques que l'on a à cet âge-là. Donc c'est la démarche. Et puis aussi revenir sur ce qu'étaient mes origines, donc redécouvrir mes origines. Donc j'ai fait un passage, mais qui ne m'a pas convenu à l'époque. C'est pas le métier qui me convenait pas, c'était la manière parfois de l'exercer. On était au début des années 80, peu de temps après la mort de Franco. Donc l'appareil d'État qui était là-bas, bien qu'on soit déjà en démocratie depuis 1978, l'appareil d'État était encore très marqué par un régime ancien. Et dans les habitudes, dans les comportements, dans l'esprit. Parce qu'on parle souvent, quand on parle d'appareil de l'État, et comme ça on va venir à la magistrature, il y a les textes, il y a l'organisation, et puis il y a l'esprit. Hein. Il y a ce qui est de l'ordre du presque impalpable. Le style. Et c'est ce que vous en faites. Voilà, c'est ça. Je crois que l'important, c'est d'avoir... c'est ce que j'essaie d'avoir, mais je ne dis pas que je réussis tout le temps et que je réussirai peut-être pas ici, mais d'avoir très clair les raisons pour lesquelles on fait les choses. Ouais. Si c'est servir la chose publique, bon, c'est d'une très bonne raison à mon avis. Hein. Mais servir la chose publique, c'est le bien public derrière, c'est le bonheur des gens en fait. Vous voyez, la tranquillité, la paix publique, ce que mes collègues policiers ont en tête, ce sont des choses qui, au fond, une fois qu'on a réduit tout ça, c'est la sécurité et le bonheur des gens. Ouais, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Parce que ça me donne l'occasion de vous poser cette question. Vous êtes juriste ou magistrat? Ou les deux? Les deux. Juriste, c'est une appellation qui est donnée à tous les étudiants en droit, en gros, hein, diplômés en droit.
Et après, une fois qu'on a quitté la faculté, on s'oriente chacun vers des métiers, notariat, avocat, magistrat, huissier, juriste d'entreprise. Parce qu'en fait, ma question, c'était de dire, est-ce que vous vous sentez dans l'appareil de la justice ou est-ce que vous vous sentez dans l'appareil des lois? Parce qu'aujourd'hui, un secrétaire d'État à la justice à Monaco, il est un petit peu à cheval entre ces deux mondes. Alors, je vous dirais que la loi n'est jamais une fin en soi. La loi, c'est un outil, c'est une truelle, c'est un moyen. C'est un moyen d'essayer d'arriver aux fins. Alors, on peut reprendre très schématiquement au bonheur des gens, à la paix publique. Voilà, ce ne sont que des outils. Lorsque les lois sont mal faites, ben, il faut les refaire. Lorsqu'il manque une loi qui permet de protéger telle ou telle catégorie de citoyens, par exemple, ou de sujets, ben, il faut créer cette loi pour faire en sorte que ces personnes soient bien protégées. Lorsqu'il y a un vide législatif, on en a parlé dernièrement, qui ne considère pas assez la gravité d'un comportement, mais il faut que la loi vienne aggraver ce comportement et dire que les conséquences doivent être supérieures à ce qu'elles sont dans l'état du droit. Ça veut dire que, en fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que quand on est dans la justice, on pense forcément aux outils dont on dispose et à comment on peut les faire évoluer, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est les outils juridiques, mais c'est aussi des outils d'organisation, de moyens, de structure, d'initiative, de communication. Ça passe partout. Oui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, vous l'avez compris. Quand vous arrivez à Monaco, est-ce que vous dites que la justice monégasque ne ressemble à aucune autre? Quand vous arrivez à Monaco, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Que nous ne ressemblons pas aux autres? Est-ce que c'est notre taille? Est-ce que c'est notre champ d'application? Est-ce que c'est notre esprit? C'est un ensemble. Alors c'est, je vous dirais schématiquement, et c'est une bonne chose, hein, c'est que les codes monégasques sont compilés dans un volume qui a la taille d'un code français. Bon, mais c'est une bonne chose. Moi, je pense que la surproduction législative... Nous avons le sens de l'essentiel, vous savez. Exactement. Et ça, il faut le conserver. Mais certainement fortifier. Pourquoi? Simplement parce que le monde autour de nous, en dehors de Monaco, la communauté internationale, on l'a vu, évolue, change de critères, change de braquet parfois. Et on doit toujours être dans la veille de ces phénomènes pour pouvoir adapter notre corpus juridique et être au niveau des grands États. Mais je pense que c'est tout à fait réalisable. Et ce qui, pour faire une petite incise sur Monneval et le rapport Monneval est dans l'œil du GAFI, bon, Monneval a dit, mais écoutez, Monaco, très bien, mais il vous manque ceci, ça, enfin toute une série de textes et de dispositifs et de structures. Le gouvernement s'est attelé avant mon arrivée, s'est attelé à voter un train de loi avec le Conseil national, plus d'une dizaine de lois, à créer des structures. Donc on est aujourd'hui, ça a été dit, ça a été écrit par les mêmes instances. Exactement, on est conforme à ce qu'on devait être. Voilà. Il reste à continuer le travail sur deux aspects. D'abord sur l'effectivité de tout ce qu'on a mis en place. Donc pour la justice, ça suppose des poursuites, des condamnations, bien entendu. Mais vous savez, je viendrai à cet esprit qui est le mien et pratique de l'interministérialité. La justice, on est au bout de la lance, en fait, d'un mouvement. Je ne sais pas si c'est très heureux comme image. Mais la condamnation et l'exécution de la condamnation n'est que la finalité d'un process. Oui, parce que j'allais vous dire, il y a une chose qui, moi, me perturbe, c'est quand vous me dites, pas ce que vous dites, mais ce que je comprends du contrôle de l'effectivité ou de la mesure de l'effectivité, ce sont les condamnations. Mais et s'il n'y a pas de quoi condamner, on fait comment? Alors, c'est dans un monde idéal, hein, je suis sûre que de toute façon, la nature humaine est ainsi faite, forcément, hein, mais... Comment on peut mesurer l'effectivité à un nombre de condamnations? On ne va pas condamner pour condamner. Non, bien sûr. Dans un monde idéal, parfois, il n'y a pas de quoi condamner. Néanmoins... Oui, idéal, avec un grand I. Oui. Ces instances, pour répondre à ce type d'argument, ont pris soin
développé une démarche de détection des risques. D'accord. Et il se trouve que notre principauté, parce que la vie économique est intense, il y a de la richesse, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a beaucoup de nationalités qui sont présentes et beaucoup de souplesse dans le monde des affaires, eh bien, présente un taux de risque, des points de risque qui sont estimés, en tout cas par le GAFI, comme étant des risques assez élevés. Voilà, et qu'il faut considérer. Donc, selon eux, avec un tel niveau de risque, on devrait avoir des condamnations. Un certain nombre, enfin un certain volume. Un certain volume. Alors, ce qui manquait, et aujourd'hui c'est chose faite en très grande partie, c'est les textes qui nous permettent d'aller vers ces condamnations et l'organisation de notre État. Quand vous dites les textes, pardon si je vous coupe, mais quand vous dites les textes, il nous manquait des délits, il nous manquait des... Par exemple, des textes d'incrimination, aussi des possibilités pour l'autorité judiciaire, pour le pouvoir judiciaire ici, donc je pense notamment au procureur général, d'agir, de saisir des biens de manière préventive, de diligenter des enquêtes. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, sauf en flagrance, mais qu'il ne pouvait pas faire avant décembre 2022. C'est le texte qu'il y a. C'est récent quand même. Hein. C'est assez récent. Donc, ce qu'il faut expliquer aussi à nos auditeurs, qui nous écoutent, et aussi nos auditeurs internationaux, c'est que le pays est en ordre de marche, le pays est en ordre de marche, pas simplement le gouvernement, pour arriver à cet objectif. Mais que, bien sûr, la justice, et c'est nécessaire, prend du temps. C'est ça. Avant d'avoir des condamnations, il y a un laps de temps qui n'est pas compressible. Pourquoi ? Parce que ce sont des enquêtes, ça. Absolument. Et une enquête, soit on rend une justice qui est très lapidaire et rapide, avec beaucoup de risques d'erreur, soit on laisse le temps aux enquêteurs d'enquêter, aux juges de juger et aux procureurs de poursuivre. Et là, il y a un temps incompressible qui est devant nous. En ça, on ressemble aux autres. Enfin, en ça, Monaco n'est pas différent des autres. Pas différent des autres, sauf qu'on est un petit pays. Et ce qui est possible, en France, on est passé par le GAFI aussi. Hein. Et on a pu prouver qu'on avait un certain nombre de condamnations, mais à l'échelle d'un pays de 68 millions d'habitants. Avec d'autres moyens. 136 parquets, etc. Bah oui. Là, quand je me dis, en arrivant à Monaco, ok, vous me dites la justice n'est pas comparable, très bien, mais est-ce que tout de suite, le fait que la justice ne relève pas de l'exécutif, hein, puisque, alors, je schématise certainement les choses, mais la grosse différence pour ceux qui nous écoutent entre Monaco et la France, notamment, c'est que le garde des Sceaux, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas au gouvernement. Oui, alors c'est une particularité différente de ce qui se passe en France. Moi, j'ai l'immense privilège de pouvoir rencontrer le prince souverain, qui est mon seul chef, pour... c'est ça, vous relevez de lui. Voilà. Exclusivement. Absolument. Puisque la justice est rendue, c'est pour ça que peut-être il faut préciser, la justice est rendue en son nom. C'est ça. Donc vous relevez exclusivement de lui. Exclusivement. Donc c'est un immense privilège. Enfin, je pèse mes mots en disant cela. Je peux lui soumettre à l'arbitrage, hein, les directions que je prends. Ça, c'est quand même quelque chose il y a le secrétaire d'État à la justice dans l'organisation monégasque et le ministre d'État qui ont ce rare privilège de personnes dans les institutions. Donc ça, c'est très positif. Et je peux vous garantir que à chaque échange que j'ai eu avec le prince, à chaque fois, il m'a rappelé la nécessaire indépendance de la justice qui doit passer pour tout le monde. Je ne le cesse de répéter, mais c'est une réalité. Oui, ça paraît trivial comme ça, mais... Oui, mais voilà. Dans mon métier, on dit « tout va très bien sans le dire », et encore mieux en le disant. Et en le redisant. Et en le redisant, et en le répétant. Donc son souci, c'est que la justice avance, qu'elle avance plus rapidement qu'aujourd'hui. Effectivement, le temps et la justice, c'est une problématique à Monaco ou en France, hein, c'est la même. Je crois que ça, c'est universel. Hein. C'est ni français ni monégasque exclusivement. Ah, les pays anglo-saxons ont une autre manière de gérer les choses. Ah oui, mais alors si on attaque sur ce plan-là, c'est parce que aussi leur esprit est différent. Plus pragmatique. C'est beaucoup plus pragmatique. C'est encore un droit dans lequel la poignée de main, l'engagement verbal est différent. Enfin, il y a des choses différentes de ce qu'on vit dans notre droit. Et c'est un droit, notamment pénal, qui est utilisé quasiment en dernier recours, puisque avant,
place est laissée à la négociation, aux accords entre le procureur, la Ouais, défense, dans le cadre du plea bargaining, enfin tout un tas c'est ça. d'institutions. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai proposé à l'introduction dans le droit monégasque, hein, de Ah, créer une forme. voilà une info. Non, non, c'est pas une info, puisque je crois que le gouvernement, bien sûr, est tout à fait favorable à ça, ainsi que Ouais. le Conseil national. Donc de créer une Une sorte de possibilité, plea bargaining à la monégasque. voilà, une espèce de transaction, alors qui existe aussi en France, mais adaptée à la situation monégasque. Donc il vaut peut-être mieux dans certaines affaires où la moralité, enfin, pas Ouais, dans les affaires crapuleuses, hein, il vaut peut-être mieux, contre l'abandon des poursuites, ouais, prévoir une transaction d'un montant financier, d'une certaine modalité, ouais. avec la partie qui pourrait être poursuivie. C'est que le bon sens populaire dit il vaut toujours mieux un bon arrangement qu'un Qu'un mauvais mauvais procès. procès. Ouais. Ça participe un peu de ça. Ça participe un peu de ça. C'est, Euh, c'est, pour aller un peu plus loin sur ça, c'est vrai que il y a toujours une place qui doit exister, et c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, hein, entre le texte et l'esprit du texte, hein. Il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre, et ce matin on parlait d'intelligence artificielle et on parlait de ça. On parlait de la machine et de ce qu'elle peut faire, mais que la main de l'homme, le choix, l'orientation qu'on donne, le paramétrage qu'on fait, c'est aussi important que le résultat qu'on obtient avec la machine. C'est un peu ça, en et fait. oui. Sinon, les décisions, c'est simple, hein. Vous mettez dans Ouais. un ordinateur tous les critères ou les caractères d'une situation, et puis Et le l'ordinateur va, jugement tombe. voilà, va vous sortir une peine. On n'en est pas là, heureusement, et il faut l'éviter, hein. C'est ça. S'il y a bien un domaine qui est extrêmement humain, vous parliez tout à l'heure du bonheur des gens, etc. Mais c'est vrai que quand on est magistrat et qu'on rend des décisions, ça c'était le métier que vous faisiez avant, puisqu'aujourd'hui, ça c'est important qu'on le dise, le secrétaire de l'État à la justice ne rend pas de décision de justice. Alors, non seulement il ne rend pas de décision de justice, mais il n'intervient pas dans les affaires Voilà, individuelles. c'est un super manager de la justice, Voilà. de l'appareil de la Alors, justice. Il la le, fait fonctionner. absolument, il peut donner des instructions générales, ce que j'ai commencé à faire, hein, sur tel ou tel aspect, sur la poursuite du blanchiment, par exemple, sur, pourquoi pas, demain, Sécurité la routière. sécurité routière. Mais ce sont des instructions générales, jamais dans les affaires individuelles. Et voilà, c'est quelque chose, Alors, une ligne pour rouge. dire les choses, ni les juges d'instruction, ni le procureur, vous ne discutez pas des affaires avec eux. Jamais. Voilà. Ça, je pense que c'est important de, de le dire. Mais donc, quand on parle de la magistrature, quand on est magistrat et qu'on rend des décisions, j'ai parlé de cet aspect humain de ce métier. Est-ce qu'on a conscience qu'on impacte la vie des gens, pas seulement pour leur protection et leur bonheur, hein, Bien parce que sûr, parfois, quand on emprisonne des gens, ou quand on les punit, ou quand on les sanctionne, ou quand on leur donne tort, tout simplement, hein, bien sûr. c'est pas... Bien sûr, moi j'ai commencé ma carrière comme magistrat comme juge d'instruction, à Ouais. l'époque, il y a longtemps, dans les années 90. J'ai fait ça pendant 12 ans à peu près. Et à l'époque, le juge d'instruction en France, euh, comme ici, plaçait en détention provisoire Ouais. les personnes qu'il inculpait, qu'il mettait en examen. Aujourd'hui, en France, ce n'est plus le cas, puisqu'il y a un juge des libertés qui le fait. Je peux vous garantir que dans cette période-là, lorsque vous quittez votre cabinet le soir après avoir travaillé, vous partez avec toutes les personnes dans la tête, hein, Ouais. détenues avec vous. Ouais. Et votre... Parce que ce qui est important, inculper ne veut pas dire coupable, hein. oui, C'est la, c'est la- ça le petit... La responsabilité, absolument. la vraie responsabilité, elle est là. C'est à quel moment vous estimez que vous dépassez le niveau où vous pouvez les laisser en liberté sans pour autant être sûr qu'ils seront condamnés ou qu'ils méritent d'être condamnés. Alors, oui, mais inculpé comme mise en examen en France, c'est lorsque vous avez contre une personne des indices graves et Ouais. concordants. Ouais, parce que et l'instruction se fait à charge. Non, Non, à charge et à décharge. à charge Les et à deux. décharge. Oui, Très bien. oui, oui. Oui, c'est pour ça que le juge d'instruction rend des non-lieux, doit... Ça peut, avant d'arriver au procès, il peut y avoir des non-lieux. C'est-à-dire que le absolument, juge d'instruction peut décider que finalement non, absolument. Le juge d'instruction ou le procureur ou le peuvent procureur. Ouais. l'un classer sans suite, le deuxième et le premier rendre une ordonnance de non-lieu en disant il n'y a pas de charge suffisante pour que cette personne, Ouais. enfin pour faire juger cette personne pour des faits, puisque même si on a pu le soupçonner au début, si les indices qu'on avait réunis étaient graves Ouais. et concordants, ben, l'enquête a permis de le dédouaner et puis de prouver qu'il n'était pas... Oui, les apparences sont peut-être pas toujours. Oui, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive
en fait, ça arrive souvent, même. Un procureur de la République, par exemple, je reviens sur le procureur, un procureur de la République, sur l'ensemble des affaires qui lui sont soumises, je parle de mes précédentes fonctions, la moitié sont classées sans suite. La moitié? La moitié. Tant que ça? Oui. Pourquoi? Oh, c'est réconfortant. Oui et non. Alors, la moitié, parce qu'après enquête, on n'a pas réussi à prouver que la personne soupçonnée était bien l'auteur. Mais il y a une partie de cette moitié qui est beaucoup moins réconfortante. C'est on n'a pas identifié l'auteur. Ouais. Donc l'infraction a eu lieu, mais on n'a pas pu l'arrêter. L'auteur est en fuite, etc., etc. Donc il y a toute une série de choses qui font que c'est moins réconfortant qu'il n'y paraît. Mais vous dire simplement qu'une partie des affaires qui sont soumises à un procureur n'arrive pas devant les tribunaux. Ça veut dire, tout à l'heure, vous me disiez, on part le soir du bureau, on a toutes ces personnes qu'on a placées en détention provisoire, on les a avec nous. Est-ce que, parce qu'on a tous cette image d'Épinal, hein, d'une justice qui passe avec des gens qui sont très détachés, est-ce que la justice, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que de l'humain. Ce qui rend le métier beau et difficile, c'est ça. C'est que vous êtes en relation, comme on est ici, avec une personne à qui on reproche d'avoir commis telle ou telle chose. Vous allez l'interroger, la traiter judiciairement, mais c'est une personne. Jamais vous ne désincarnez ce sujet de droit qui est l'inculpé ou le mis en examen. Mais alors, où est-ce qu'on place la conviction? Quand vous dites jamais vous ne désincarnez, où est-ce qu'on place la conviction? Parce que j'imagine qu'un magistrat se fait une conviction. Oui. Elle est étayée, elle est argumentée. C'est pas juste une impression personnelle, mais il y a une conviction quand même. Alors oui, sauf que la conviction, elle se fait plutôt au procès. Ah d'accord. Notamment au procès d'assises, où c'est uniquement la conviction des juges ou des jurés qui peut faire pencher. Et puis, bon, ils n'ont pas forcément à avoir un argumentaire très fort, mais les magistrats qui enquêtent, donc les juges d'instruction et les procureurs, ils ont leur conviction sur des gens. Oui, parce qu'une réquisition de peine, elle se fait sur le fondement... À l'audience. À l'audience, oui. Elle se fait sur le fondement d'une conviction, quand même. Oui. On va pas requérir, non. Demander une peine pour quelqu'un dont on ne pense pas qu'il la mérite. Absolument. Mais cette conviction va intervenir au moment de l'audience, au moment du jugement. Avant, c'est la balance. On prend la balance de la justice. Bon, on a deux plateaux. Le juge d'instruction, si c'est lui qui enquête, le procureur, vont mettre les éléments de chaque côté. De chaque côté. Et si à la fin, il n'y a pas assez de charges, il n'y a pas assez d'éléments contre une personne d'avoir commis des faits qu'on lui reproche, eh bien c'est un classement ou un non-lieu. Il n'y a pas d'état d'âme. Même si le procureur et le juge peuvent être convaincus que c'est lui l'auteur. S'il n'a pas réuni les éléments de preuve, ça se termine là. Ouais, et puis bon, vous avez fait du pénal, forcément. Hein, oui. Forcément. Là, quand on parle de conviction, de culpabilité, ou en tout cas on n'a pas réussi à rassembler les charges, etc. Moi, j'ai lu quelque part que vous étiez dans brigade anti-stupéfiants, notamment. Est-ce qu'il y a des moments dans cette carrière-là où vous vous êtes dit nous faisons un métier compliqué? Oui, mais pas que celui-là. Mais oui, alors. Non, mais ça, c'est parce que c'est très caricatural. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Sur mon passage au ministère de l'Intérieur, à l'office anti-stupéfiants français, donc je suis parti là-bas en 2019, dans un contexte un peu particulier, puisqu'il y avait un office central à Paris qui traitait ces affaires de stupéfiants et qui, pour des raisons diverses, en tout cas le gouvernement a souhaité changer de format, de braquet. Ça, c'est la politique, monsieur. Voilà. Mais bon, c'est la bonne politique. En fait, cet office, le gouvernement estimait qu'il n'était pas à la hauteur de la menace criminelle. Donc, j'étais avec 3 autres préfigurateurs pour créer un nouvel office central qui s'appelle l'OFAST aujourd'hui, qui a été activé en 2020. Et donc, j'ai pris la tête comme numéro 2, parce qu'on était deux, le chef de l'office et son adjoint, moi, pendant 2 ans à peu près. Alors, c'est un spectre de criminalité qui n'est pas le spectre habituel. Non. Il ne s'agissait pas des dealers de drogue ou des mules qui transportent de la drogue, mais plutôt des trafiquants d'envergure internationaux. Cartel, quoi. Voilà, par exemple. Donc là, des organisations
pour Voilà. dire les choses. Des professionnels du crime. Du crime. Donc là, l'intime conviction, peu de place. Hein. Ouais, non, là, il n'y a plus. En général, On ne se pose plus la question. Là. Voilà. Alors, soit on a les éléments de preuve solides hein, pour faire juger et éventuellement faire envoyer ces personnes-là derrière les barreaux, avec des défenses, des avocats de la France très, très. Généralement très bien payés, donc très pugnaces et très aussi. pugnaces, très fort. Très fort. Et donc l'idée, c'est pour un service de police, parce qu'à l'époque j'étais policier, hein, c'est de réunir toutes les preuves nécessaires pour que le procureur de Paris, ou d'ailleurs, puisse renvoyer, faire juger, faire condamner ces personnes. Ouais, pour éviter de se trouver dans la situation où on sait et on ne peut pas. Voilà, exactement. Donc c'était un travail qui a été très instructif aussi. Ma question, quand je vous dis est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit je fais un métier compliqué, c'est parce que par définition, quand on fait un métier humain, il y a des moments où les choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est pas une grille où on coche des cases, il n'y a pas de systématisation, on peut très bien avoir le dossier qu'il faut et pas obtenir la décision, ou on peut avoir la bonne décision sur un dossier, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, en même temps, où on se dit, mentalement, c'est costaud, quoi. Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Enfin, la complexité des moments est toujours venue, pour moi, du côté de la victime plutôt que de l'auteur. Ouais. J'ai eu des affaires dramatiques de meurtre ou d'assassinat, et dans ma vie, pour 2 d'entre elles, j'ai jamais réussi à identifier l'auteur. Je me souviens, il y a très très longtemps, hein, d'un jeune Italien qui faisait le tour d'Europe, et je crois que son papa était avocat, et bon, j'étais dans le nord de la France. Et on le retrouve mort sur une plage, de mort violente, hein, puisqu'on lui avait fracassé le crâne. Un gamin qui avait tout pour lui, vous voyez. Ouais. Et Beau, pour des raisons... Beau, jeune, bien élevé, Voilà. riche, aventureux, tout, quoi. Pour des raisons, à l'époque, je vous parle de ça, c'est dans les années 90, la technique n'était pas ce qu'elle était, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas tout ça. Je n'ai jamais réussi, comme j'ai l'instruction, à retrouver ou à identifier, à trouver une piste pour remonter sur l'auteur. Et j'avais à l'époque reçu les parents de ce jeune à qui j'avais parlé, et voilà, ben, s'il y a des moments où, oui, est-ce que je faisais un métier compliqué? En tout cas, cette complexité a fait que je suis resté insatisfait. J'en parle 30 ans après de ce moment-là. À l'inverse, je ne vais raconter que des horreurs, mais lorsque j'étais dans le Pays Basque, il y a une jeune femme qui a été découverte assassinée à son domicile. Donc j'y suis allé, et c'était horrible. C'était une jeune femme, une jeune infirmière qui avait tout pour elle, qui était enceinte. Donc son agresseur l'avait violée, bien sûr, et tuée. Et arrive sur les lieux sa maman. En plein, voilà, donc on évite qu'elle voie le corps. Et j'avais dit à cette dame, je crois que je l'avais essayé de la réconforter, ouais. La réconforter maladroitement, hein, maladroitement. C'est quand même il y a une charge émotionnelle qui est très forte. Et puis je lui ai dit, écoutez, madame, on va retrouver celui qui a fait ça à votre fille. On l'a retrouvé. 5 jours après, ouais, heureusement. Ce qui n'enlève rien au côté horrible de ce qui s'est passé, mais voilà, ce moment-là où des mots sortent de votre bouche, parce que vous ne pouvez pas ne pas les dire, mais vous connaissez la difficulté des enquêtes. Qu'il y a derrière. Et vous dites, mais pourquoi je dis ça? Enfin, il faut rester... j'ai pas pu éviter de lui promettre ça, et fort heureusement, le travail qu'ont fait les enquêteurs ont permis d'élucider cette affaire-là. Donc, vous voyez, il y a des moments, par rapport aux victimes, oui, des moments un peu difficiles. Après, la difficulté du métier, elle est comme tout métier. Bon, il y a une technicité importante. Il faut pas... Enfin, je crois que le garde-fou, c'est ne jamais oublier pourquoi on fait ça. Je reviens toujours à voilà, dans quel objectif, qu'est-ce qui nous anime, pardon, et ça nous évite de nous perdre. Oui, ça
Certainement, et surtout dans des contextes où la charge émotionnelle, comme vous le disiez, ou mentale en tout cas, est importante. Alors justement, quand vous arrivez à Monaco et que vous prenez possession des lieux, comme on dit, puisque directeur des services judiciaires, le secrétaire d'État à la justice est directeur des services judiciaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une maison. Il y a une maison qui travaille avec des étages, avec des gens qui ont des missions, etc. Quelle est l'orientation que vous donnez, admettons, à vos premiers mois à la tête de l'institution? Ah oui, c'est pas la première fois que j'arrive dans une structure nouvelle. La première des orientations, je me la donne à moi-même. Ouais. C'est d'écouter les gens. Ça a l'air tout bête. Là aussi, ça a l'air trivial, mais c'est quand même essentiel. Et au bout de 3 mois, j'écoute beaucoup. Et en fait, ça a un produit, le fait d'écouter, d'échanger, de respecter aussi ce que vous dit l'autre. Il y a des gens, moi j'ai découvert des gens formidables dans cette direction, et dans tous les services qui dépendent de la justice, je pense de la maison d'arrêt, des gens formidables qui ont envie de travailler. Parce que la maison d'arrêt à Monaco dépend du directeur de service judiciaire, comme le Conseil d'État, comme tout un tas d'institutions. Donc des gens formidables qui sont engagés dans ce qu'ils font, qui ont besoin aussi qu'on les amène quelque part. Ouais. Pour tout, ils ont besoin d'une route. Exactement. Et la route, moi, ce que je veux, c'est qu'on réussisse à la jalonner ensemble. Et je crois que c'est parti là-dessus. Cette écoute permet aujourd'hui de faire émerger toute une série. Alors, au bout de 3 mois, il y a tellement d'idées qui fusent, qui remontent, pas de moi, enfin pas uniquement de moi, mais de tous mes collaborateurs, qui font qu'on a du pain sur la planche pour 10 ans, là. Alors, du pain sur la planche. Des réformes de textes, des nouveaux textes. Des réformes de structure, une meilleure organisation. Les moyens. Un peu de recrutement. La formation. La formation, énormément. On a un petit bijou qui s'appelle l'Institut monégasque de formation en profession judiciaire, qui vient de célébrer un très beau colloque. J'ai cru lire quelque part que vous étiez très très satisfait. Oui, mais je crois qu'il y a 200 personnes à peu près qui ont participé, de toutes les professions. Le thème, c'était la réforme du droit des sociétés, qui est en cours. On a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un chantier. C'est un chantier. Et c'est un chantier névralgique, parce que le droit des sociétés dans un pays capitaliste, c'est la richesse. Et il faut la réussir. Il faut la réussir en accord avec l'œil international qui nous regarde, du GAFI ou d'autres. Donc un colloque formidable. C'est pas le premier qu'organise l'Institut. C'est le 3e, je crois. Ouais, c'est le 3e. Et il y en aura d'autres, certainement. Et en dehors de ces colloques, qui sont des moments quand même très généreux en dons d'informations, à tout le moins, il y a toute une série de formations sous des formats plus petits qui sont posées par l'Institut aux magistrats, policiers, agents de la MSF, des impôts. C'est ouvert à beaucoup de professions et parfois au secteur privé. Il peut y avoir des avocats, etc. C'était nécessaire. Une particularité de Monaco, c'est que la principauté ne dispose pas, mais dû à sa taille, de grandes écoles de service public, comme on connaît en France. Donc il n'y a pas d'ENM, ce qui nous oblige à... Oui, c'est-à-dire que les magistrats monégasques vont faire leur classe à Bordeaux. Voilà, exactement. Bordeaux, c'est l'école nationale magistrature de Bordeaux. C'est ça. Et donc, on va chercher dans le pays voisin l'appareil de formation qui est déjà construit, qui est très bien. Moi, j'ai dirigé l'école bordelaise, il me semble, parisienne, pendant quelques années. Et c'est très, très élaboré. Mais... du coup, en principauté, alors à part l'école de police qui forme plutôt les gardiens ou peut-être des officiers, sinon il n'y a pas d'appareil de formation du personnel public. Enfin, c'est assez réduit. Donc cet institut de formation vient là pour pallier un manque de la justice, manque de formation du personnel judiciaire, mais aussi de tout l'environnement, de la chaîne pénale, et au-delà sur les questions qui nous sont communes. Vous pensez que c'est susceptible de pouvoir alimenter ou créer ou accompagner des vocations qui n'existaient pas jusqu'à présent? Alors je l'espère. Parce que quand on est né ici, on imagine que devenir magistrat, c'est un parcours du combattant quand même. Parce que, comme
Alors peut-être à tort ou à raison, parce que c'est pas le seul métier. Hein. Ce ne sont pas les seuls métiers. Mais pour vous qui avez choisi un métier dans un pays où c'était possible de l'apprendre, est-ce que vous comprenez que parfois ça puisse freiner un peu Oui. les vocations? Alors la formation peut aider à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce type d'événement. En dehors de ça, on va essayer d'être plus présent sur la communication, sur le métier. Alors, la communication... Oui, ce que j'allais dire, il faut savoir se vendre aussi, quand même. Hein. C'est ça. Moi, je l'ai fait pour l'école de la magistrature lorsque j'étais à Paris, où on avait une décrue du nombre de candidats au concours. Donc, je suis allé à Assas, ailleurs, enfin, à la fac parisienne, en Master 2, pour essayer d'expliquer comment mon métier était beau, et je le crois, hein, et répondre aux questions des étudiants, ce qui a fait remonter le nombre d'inscrits. Ah. Oui, ils aimaient jouer les matchs. Hein. Oui, mais il faut dire on n'a plus personne, personne n'est attiré par notre filière, et ne rien faire, c'est un peu idiot. Enfin, il faut essayer des choses. Ça peut être une communication média, hein, de l'affichage. Enfin, on peut tout inventer. Ça peut être simple. Ça peut être très simple. Ça peut être très simple. Donc oui, j'espère que ça va susciter des vocations. Et en tout cas, la formation par l'Institut crée une communauté judiciaire, partage, évangélise, je dirais, sur tout un tas de sujets qui, parfois, on n'a pas ça en tête. Alors ça peut être aujourd'hui très axé sur le blanchiment pour nous aider à ce niveau. Là, il y a un très très gros chantier aussi. Hein. Absolument. Mais ça peut être aussi sur les thèmes de corruption, on peut avoir toute une série de thématiques. Bon, là, maintenant, on sait qu'il y en a un sur la sécurité routière aussi. Hein. Voilà. On doit partager cette réflexion et ces solutions. Donc, le faire ensemble avec, bien sûr, des magistrats et du personnel judiciaire, mais pas que, ça, c'est l'idéal. On rejoint, encore une fois, l'interministérialité qui est nécessaire sur un plan opérationnel, mais aussi sur un plan de formation. Sur un plan intellectuel. Absolument. Alors, on en arrive à l'équipe. Hein. Vous me dites, je suis un homme d'équipe, vous l'avez dit à plusieurs reprises depuis qu'on parle là tous les deux. Vous l'avez tiré d'où ça? Vous n'êtes pas devenu un homme d'équipe comme ça par hasard. Il y a bien quelque chose dans votre expérience d'homme ou de votre chemin qui vous a fait devenir un homme d'équipe. Alors, je vais dire une grosse banalité. Il regarde le ballon derrière mon épaule. Voilà. Ballon ovale. Hein. Voilà, ballon. Ah, bah oui. Ah oui. Pas rond. Pas rond. Non. Non. Chacun le sien. Moi, c'est pas. Oui. Du moment qu'il y a un ballon. Mais peut-être, je pense que là. Il y a plusieurs choses. Cet esprit d'équipe, c'est d'abord en tant que. Je vais vous dire un truc. En tant que migrant. Allez, on va dire les deux. Ça, c'est pas anodin dans l'histoire d'une vie. Lorsque vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas, je le redis, vivre et vaincre seul. Donc il faut que vous appuyiez sur un collectif. Le collectif, lorsque mes parents m'ont amené en Charente, c'était la communauté espagnole qui était déjà implantée, qui nous a aidés, et puis l'entraide, etc. C'est la même qu'on retrouve dans les campagnes de Galice. Ensuite, donc c'est peut-être ça aussi une partie du collectif. Ensuite, ça a été pour moi, autour de 13-14 ans, la découverte d'un sport que j'ignorais, puisqu'en Espagne, en Espagne, le rugby, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc la découverte du rugby. En Espagne, on joue au foot et au basket. Beaucoup. Et au basket. Absolument. Mais le rugby, c'est d'abord un sport collectif qui, moi, petit étranger, faire coutume avec les petits Français à l'école, en dehors de l'école, dans le cadre d'une activité qui suppose toute une série de valeurs. Ça devient presque rituel. Hein. Voilà, les matchs du week-end, les entraînements le mercredi, enfin, ça devient une façon de fonctionner ensemble. C'est ça. Et puis le rugby, si je compare le football, qui est un sport tout à fait digne, hein, c'est pas la question, mais la victoire au rugby n'est jamais possible tout seul. Jamais. Jamais vous ne marquerez un essai en remontant tout le terrain et laissant dans le vent vos camarades. Au foot, c'est possible. Vous pouvez marquer. Au rugby, c'est pas ça. Deuxième chose, il y a la souffrance et la douleur.
pas dire que j'aime la souffrance et la douleur, mais Non, mais ça fait partie du process. oui, vous n'êtes vraiment soudés que quand vous souffrez ensemble. Et si on regarde nos vies professionnelles, mais malheureusement aussi personnelles, Personnel, ouais. qu'est-ce qui nous a le plus soudés? C'est pas les victoires, c'est les défaites. Et les défaites vous soudent. C'est les agressions qui vous soudent. C'est ça qui vous soude. Ce sont les moments difficiles, en fait. C'est les moments difficiles. Pour faire un parallèle, l'artiste, en général, il va créer, il va écrire, il va peindre quand il est mal, pas quand il est bien. Donc, cette soudure que provoque le rugby m'a beaucoup aidé à comprendre inconsciemment toute une série de choses. Ensuite, j'ai développé une activité professionnelle. Juge d'instruction, c'est assez individuel comme métier. Oui, on a cette image. Alors peut-être parce que moi j'ai grandi à l'ombre devant les histoires de juges d'instruction, des juges anti-mafia, notamment ce fameux juge anti-pègre en Italie, etc., où on a l'impression que ce sont des hommes, ou des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a des juges femmes quand même, isolés. Absolument. Bon, Giovanni Falcone, que Ouais, j'ai connu avant qu'il... C'est vrai? Oui, Oh là là. j'ai eu l'occasion de le rencontrer. N'était pas isolé, parce que c'est un juge femme avec Borsellino. Voilà, il y avait une espèce de collectif et un engouement pour ces chevaliers blancs, enfin dans le bon sens du terme. Courageux. Mais sinon, effectivement, le travail de juge d'instruction au quotidien, c'est très solitaire. C'est ce qui pèse au bout d'un certain nombre d'années. C'est pour ça que j'ai quitté cette fonction, pour faire d'autres choses. Mais lorsque je suis revenu dans la magistrature judiciaire, je suis revenu au parquet. Et au parquet, c'est l'équipe. Au parquet, c'est une équipe, Je suis revenu au parquet à Bayonne. Ça a été formidable. Le parquet à Bayonne. Alors là, il y a Paradis. l'équipe, il y a le Pays Basque, il y a le rugby le week-end, il y a l'aviron, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les fêtes, il y a tout ça. Bon, ouais. Formidable. Mais il y a Pamplonne pas loin. Enfin, là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est le paradis. C'est un peu comme Monaco. C'est le paradis. Alors, à Monaco, les taureaux, ça va être compliqué. Les taureaux, le rugby, il y a le Seven. Alors, le rugby, oui, ça y est. On a un rugby qui prend forme, je dirais. Voilà. C'est bien. Vous parliez de ces valeurs qui sont attachées au rugby et au sport d'équipe en général. Ce sont des valeurs l'une d'entre elles, c'est la collégialité. Cette idée qu'on a des camarades autour de nous. Est-ce que ça, dans la justice, c'est possible? Au parquet, oui. Au parquet, oui. Vraiment, je distingue les deux, puisque moi, j'étais juge du siège, donc, mais c'est une autre appréhension du métier. Le rugby, il y a deux valeurs essentielles. C'est la confiance et le courage. Ouais. La confiance, ça veut dire, d'autres le diraient mieux que moi, mais que quand dans une équipe, vous avez un nouveau qui arrive, voilà, eh bien, vous lui accordez votre confiance, tout de suite, pleine. Après, il peut vous décevoir sur le terrain. C'est ça. Mais vous savez, normalement, c'est pas écrit, mais vous le savez, que lui, il va mettre son corps en barrage pour vous protéger, il va s'engager pour vous, il va avoir mal pour vous. Vous pouvez compter sur lui. Absolument. Après, cette confiance peut être déçue et on revoit son jugement. Elle peut être unilatérale et pas bilatérale. Voilà. Ça aussi. Alors que dans le monde normal, professionnel, souvent, la confiance, il faut la gagner. On partait de zéro, et puis si vous êtes bien, si tout va bien, vous arrivez à avoir un crédit de confiance commande. Le rugby, c'est exactement l'inverse. Et c'est pas neutre. Non, ça allait pas. Le sport est tellement engagé que vous ne pouvez pas faire autrement. Il faut faire confiance. C'est lui qui va vous sauver. Si jamais vous êtes en difficulté sur le terrain, bien entendu. L'autre, c'est le courage. Le courage. Ouais. Alors, j'ajouterais que... C'est ça qui change tout. Oui. Dans la vie, c'est ça qui change tout. Absolument. La différence entre une situation et une autre, c'est le courage. J'ajouterais une troisième, que j'ai rajoutée, c'est moins le rugby, mais lorsqu'on parle d'exercice de management, par exemple, c'est la bienveillance. La bienveillance. Voilà. Et avec ça, vous faites le tour du monde et vous gagnez tous les matchs. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans la team Monaco, là, aujourd'hui? Totalement. Oui? Totalement. Vous avez trouvé une équipe ici? J'ai trouvé une équipe ici, oui, absolument. Chacun avec ses qualités, quelques défauts, j'en ai aussi. J'ai trouvé équipe. J'ai trouvé une équipe avec surtout beaucoup d'envie, un passé,
des idées. Oui, oui. Alors, au niveau du secrétaire d'État à la justice, que je côtoie de manière certaine, mais au-delà. Alors, oui, ma question, elle allait au-delà. Ah oui. Elle allait au-delà de la justice. C'est-à-dire que dans ma question, il y avait un secrétaire d'État à la justice, il fait partie d'une équipe. Pas une équipe de la justice seulement, partie d'une équipe. Absolument. Vous m'avez posé la question sur la place particulière qu'a le secrétaire d'État à la justice ici, donc qui ne dépend pas du gouvernement, qui n'est pas dans le gouvernement. Néanmoins, dans tout ce que j'ai fait depuis 3 mois, dans tout ce qu'on a fait depuis 3 mois, je suis un de plus du gouvernement, un peu à part, un peu particulier, qui a... Oui, on vous a vu prendre la parole d'ailleurs dans des manifestations publiques, dont des conférences de presse, une notamment que j'ai en mémoire, avec aux côtés du ministre d'État. Donc, oui, mais c'est nécessaire parce que de toute façon, c'est l'État qui est en marche pour solutionner les problèmes qui peuvent affecter les monégasques. C'est tout l'État. Et la justice n'est pas en dehors de l'État. Elle est en dehors du gouvernement. C'est institutionnel, voilà. C'est pas identitaire, c'est institutionnel. Mais je considère que je fais partie de l'État. Ouais. Sinon, ça n'a pas de sens. Les pouvoirs du prince, il a tout le pouvoir. L'État, c'est lui. Et l'État, c'est lui. Et donc, l'État, il me délègue le pouvoir judiciaire, mais c'est un pouvoir de l'État. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'insiste à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, par rapport aux victoires qui se gagnent pas seules, mais elles se gagnent aussi les victoires avec tous mes collègues qui travaillent au gouvernement, le ministre d'État, les directeurs des services police, fiscaux, etc. On travaille ensemble au quotidien, on se voit au quotidien. C'est quelque chose qui est très facile à Monaco. Peut-être plus compliqué en France ou dans un grand pays. Ça vous a surpris, cette distance assez courte entre, pas seulement physique d'ailleurs, hein, cette distance assez courte entre toutes les sphères? Non, ce qui m'a surpris, c'est la place particulière du secrétaire d'État. Ah. Celle dont on parlait. Oui. À côté... peut-être parce que culturellement... Voilà, on n'est pas habitué. Voilà, vous n'êtes pas habitué. D'ailleurs, pour les médias qui nous couvrent, qui couvrent Monaco, c'est toujours dans l'interprétation qu'ils font des situations. C'est l'erreur classique. Hein, c'est de ne pas placer le secrétaire d'État à la justice au bon endroit. Et donc, dans l'appréhension des situations, ça fait des erreurs d'interprétation. Oui, parce qu'on n'est pas... une fois que vous avez dit que quelque chose de très à part, dû à la nécessité d'indépendance de la justice ici, et puis il faut rajouter tout de suite que ce que j'ai dit en début d'entretien, le directeur des services judiciaires, dans ce rôle-là, n'influence pas les affaires individuelles qui sont gérées par le procureur général. Vous n'êtes pas le patron du procureur général. Dans le sens patron, celui qui donne des instructions. Je peux en donner, mais des générales uniquement. Oui. Mais oui, c'est pas moi le procureur de... Vous n'êtes pas le super procureur de Monaco, quoi. Non. Voilà. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a un rôle similaire en France? Le garde des Sceaux français, aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, puisque j'ai connu une époque où il pouvait donner, membre du gouvernement, pouvait donner des instructions négatives ou positives. Sur des affaires. Sur les affaires. Ensuite, c'était l'état qu'on connaît aujourd'hui, dans lequel je peux donner des instructions positives, donc de poursuite d'une personne, mais pas de classement ou d'éviter une enquête. Et peu à peu, la pratique et puis la loi est venue rectifier tout ça. Et aujourd'hui, le garde des Sceaux ne peut donner que des instructions générales par voie de circulaire, ce que je fais ici depuis que je suis arrivé. Donc finalement, c'est assez semblable. C'est très semblable. Et puis ma pratique, elle doit être celle-là. Intervenir dans les affaires, alors ce qui ne veut pas dire que le directeur judiciaire ne doit pas être informé de certaines affaires. C'est évident. Par exemple, les accidents de la voie publique qui ont eu lieu, il est normal, ça crée un émoi dans la population. En tant que politique, je dois être au courant de ça. Mais je me garderais bien de dire au procureur général, oui, mais là-dessus, vous devez faire ça, ou le contraire. Voilà. Ça, c'est... Et quand on a été magistrat, est-ce qu'il n'y a pas, quand on devient secrétaire d'État, des moments où on se trouve un peu loin du terrain? C'est un autre terrain. C'est un autre terrain, loin du terrain de l'actualité, des enquêtes, ça c'est certain. C'est certain.
Mais il y a tellement d'autres terrains à conquérir. Le terrain de la loi, le terrain des relations, le terrain de la communication. Je reviens, il n'y a pas que celui-là, bien entendu, mais je reviens parce qu'il est important aussi. Hein. Oui, parce que on est d'accord que la justice a besoin de se faire connaître, elle a besoin de se faire comprendre. Oui, oui, oui. Oui, c'est évident. Une justice qui est pas comprise, bah, on voit ça comme un appareil un peu opaque, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, comment sont prises les décisions. Donc c'est une justice forcément qui va être contestée, puisqu'on ne sait pas. Elle va être crainte, mais c'est pas la crainte révérentielle, c'est la crainte en disant mais on ne sait pas trop ce qui va se passer, ça dure longtemps, on n'a pas d'informations. Donc il faut qu'on explique tout ça. Cette spécificité qui est très anglo-saxonne, hein, par exemple, de retransmettre les procès, voilà, qui n'existe pas chez nous, disons-le, comme en France. D'ailleurs, à Monaco, ça n'existe pas. Hein. On ne peut pas retransmettre, filmer les procès, on ne peut pas les enregistrer, on ne peut pas, etc. Est-ce que vous pensez que ça fait cette façon anglo-saxonne de rendre le procès, en tout cas l'acte, le moment accessible, est-ce que ça encourage aussi une compréhension ou pas? Je ne sais pas. C'est très mon anglo-saxon. C'est très anglo-saxon comme approche. Oui, oui, oui. C'est pas du tout, c'est presque pas européen d'ailleurs. Non, hein. non. J'ai eu l'occasion. Là, c'est au-delà de anglo-saxon par anglo-saxon, parce que c'est très, ce n'est pas européen. C'est pas européen. C'est pas européen. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été visiter, enfin mon collègue qui n'était pas, parce que j'étais pas procureur, Cyrus Vance qui était procureur de Manhattan, et Cyrus. Et quel procureur? Quel procureur fait des conférences de presse sur les marches pour parler de sujets très politiques, hein, régulièrement. Et oui. Faut aussi dire que le procureur américain, notamment celui-là, il est désigné ou élu après une campagne électorale avec des soutiens. Enfin, c'est un système homme politique qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est un juriste politique. Absolument. Donc la communication, elle est bien sûr politique. C'est là où je voulais en venir. Il faut qu'elle soit politique. C'est ce qu'on fait. C'est essayer d'expliquer. Alors avec des mots. On n'est pas à Manhattan. Hein. Donc il y a des problématiques qui sont certainement moindres, je ne sais pas. Mais c'est d'expliquer. Le bonheur des gens est important partout. Partout, vous l'avez dit. Moi, j'ai noté que le procureur général, qui est avec nous aujourd'hui, a compris ça et, pour la première fois, fait des communiqués écrits de presse pour rectifier tel ou tel point, pour informer. Donc ça, c'est plutôt positif. Pour tenir au courant. Absolument. Et ça n'avait pas lieu avant, je crois. Non. Donc lui, le procureur général, a complètement conscience de l'importance de communiquer, d'expliquer sur ce qu'on fait. Donc on est en bonne voie. Moi, je pense que ça c'est quelque chose qui peut être suffisant pour notre petite, passez-moi le mot, collectivité monégasque, pour tenir informé, et beaucoup de pédagogie. Beaucoup de pédagogie, ça passe par un micro, un article, pour que les gens sachent que on fait des choses qui sont ni occultes, ni inavouables, que ça met du temps, qu'on le fait de telle et telle manière. Ouais, vous assumez. Il faut assumer. Il faut assumer. Donc on va vous revoir, on va vous réentendre. C'est pas juste une fois, quoi. Eh bien, très bien. Si. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Jusqu'à la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah si, il y a un souhait que vous pouvez me faire, c'est de réussir. De réussir à faire en sorte que la ligne qui m'a été donnée par le prince, j'arrive à relever les défis. Il y en a beaucoup, hein. C'est une justice plus tranquille, plus apaisée, une instruction des affaires et une enquête plus sereine. Voilà, exactement. C'est aussi faire en sorte que notre pays sorte de ce marasme de cette liste grise, une fois pour toutes, et justifie d'un système totalement transparent, efficace. Au standard. Aux standards internationaux. Et puis, souhaitez-moi aussi qu'il n'arrive pas de drame ici à Monaco, en principauté criminelle, comme il peut y en avoir ailleurs. Je parle au terrorisme, trafic de drogue, enfin tous les fléaux dont l'humanité est affectée régulièrement. Et je serais parfaitement heureux avec ces trois souhaits-là. Écoutez, nous, on veut bien vous accompagner sur ces souhaits, parce que, comme je dis toujours, votre succès sera notre succès.
Donc, Je suis là pour y participer et apporter ma petite pierre à l'édifice. Et oui, quelque part, en 3 mois, je me sens monégasque. eh ben merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.